All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience à la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Je vous souhaite à tous la bienvenue au prétoire. Madame le greffier d'audience, veuillez nous annoncer l'affaire, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Situation au Mali en l'affaire le procureur contre Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. ICC 0112-0115. Au fin du procès verbal, nous sommes en audience publique. Je vous remercie, le Président. La Chambre de première instance 8 de la Cour pénale internationale donne aujourd'hui lecture du résumé de son jugement concernant en l'affaire le procureur contre Al-Mahdi Al-Faki Al-Mahdi, concernant la question de savoir si M. Al-Mahdi est coupable du crime consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des biens protégés qui auraient été commis entre le 30 juin 2012 et le 11 juillet 2012 à Tombouctou au Mali, à l'encontre de 10 bâtiments à caractère religieux et historique. Ce jugement est rendu simultanément en anglais, en français et en arabe. La Chambre tient à souligner que seule la version anglaise du jugement fait foi. Puis-je demander aux parties de se présenter? On va commencer avec le bureau du procureur. Le procureur. Monsieur le Président, le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par Gilles Duterte, premier substitut du procureur, Colin Black, substitut du procureur, Jaganaden, Monisame, substitut du procureur, Sarah Koukiyo, substitut du procureur adjoint, Richard Sanzabaganwa, conseiller en coopération, Sana College, gestionnaire de dossier, et moi-même, Fatou Bensouda, procureur. Le Président, je vous remercie. Madame le procureur. Autour de la défense, à présent. Maître Awini, bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. L'équipe de défense de Monsieur Al-Faki Al-Mahdi est aujourd'hui représentée par Maître Jean-Louis Gilissette, Madame Emma Sylviane Koljilan, Monsieur Colin Gillissen, Madame Judith Akebe, Monsieur Amin Abdelali et Madame Elodie Touja, ainsi que moi-même, Maître Mohamed Awini. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Conseil de la Défense. Merci, Monsieur le Président. Maître Kassongo Mayombo, représentant légal des victimes. Notre équipe de représentants légaux des victimes est représentée ici par moi-même, en compagnie de Mademoiselle Clara Gérard Rodriguez, qui est avec moi, et nous sommes à votre disposition. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie, Monsieur le représentant légal. La Chambre va à présent commencer avec un rappel brief des différentes étapes de la procédure qui a abouti à l'audience d'aujourd'hui. Le 18 septembre 2015, le juge unique de la Chambre préliminaire 1 a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre d'Ahmad Al-Mahdi. Celui-ci a été arrêté et transféré à La Haye le 26 septembre 2015 et a effectué sa première comparution le 30 septembre 2015. Le 18 février 2016, les parties ont conclu un accord sur le plaidoyer concernant la charge portée. M. Al-Mahdi a indiqué à l'accusation qu'il reconnaissait sa responsabilité dans la commission du crime reproché et a livré un récit détaillé de ses actes.
Le 24 mars 2016, la Chambre préliminaire a confirmé les charges portées contre l'accusé. La Chambre a été constituée le 2 mai 2016 et a depuis rendu 18 décisions et ordonnances écrites ainsi que 12 décisions orales. Une conférence de mise en état s'est tenue le 24 mai 2016 pour préparer le procès. Lors de cette audience, il a été décidé qu'en cas de déclaration de culpabilité en l'espèce, le jugement et la peine seraient prononcés simultanément. Le procès s'est tenu du 22 au 24 août 2016. M. Al-Mahdi a fait un aveu de culpabilité. Tous les arguments concernant le jugement et la fixation de la peine ont été présentés oralement à l'audience et l'accusation a fait déposer 3 témoins. Le premier jour du procès, M. Al-Mahdi a confirmé qu'il comprenait la nature de la charge portée contre lui ainsi que les conséquences d'un aveu de culpabilité. Qu'il faisait cet aveu de culpabilité volontairement après consultation suffisante avec les conseils de la défense. Qu'il renonçait à ses droits de plaider coupable et d'exiger que l'accusation approuve les charges au-delà de tout doute raisonnable lors d'un procès complet, de ne pas s'avouer coupable et de garder le silence, de faire valoir des moyens de défense et des motifs d'exonération de sa responsabilité pénale et de présenter des éléments de preuve admissibles lors d'un procès complet, d'interroger les témoins à charge et d'obtenir l'interrogation des témoins à charge lors d'un procès complet et de faire appel d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine pour autant que celle-ci reste dans la fourchette des peines recommandées et qu'il acceptait sa responsabilité pénale individuelle concernant la charge, y compris tous les modes de responsabilité allégués. La Chambre va maintenant présenter l'accusé et le crime qui lui est reproché. Monsieur Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, connu également sous le nom d'Abou Tourab, est né à Agoun, dans la région de Tombouctou, au Mali. Il a entre 30 et 40 ans et appartient à une famille reconnue au sein de sa communauté pour avoir une connaissance particulièrement bonne de l'islam. Ayant suivi l'enseignement coranique dès son enfance, M. Al-Mahdi possède une connaissance approfondie du Coran et a donné des cours en tant que spécialiste des questions religieuses. Il a rejoint le groupe armé appelé Ansar Dine en avril 2012. M. Al-Mahdi est accusé d'avoir dirigé intentionnellement des attaques contre 10 bâtiments à caractère religieux et historique, 6 à Tombouctou au Mali, entre le 30 juin 2012 environ et le 11 juillet 2012. La Chambre va à présent rappeler le contexte dans lequel le crime allégué a été commis. En janvier 2012, le territoire du Mali était le théâtre d'un conflit armé non présentant un caractère international. Des violences armées commises dans le contexte de ce conflit et associées à celui-ci ont conduit à la prise du contrôle du nord du pays par différents groupes armés. Début avril 2012, après le retrait des forces armées maliennes, les groupes Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique a pris le contrôle de Tombouctou. À partir de là, jusqu'en janvier 2013, Ansar Dine et AQMI ont imposé leurs exigences religieuses et politiques sur le territoire de Tombouctou et de la population. Ils l'ont fait au moyen d'une administration locale comprenant un tribunal islamique, une police islamique, une commission des médias et une brigade des mœurs, appelée HESPA. Après avoir brièvement vécu en Algérie, M. Al-Mahdi est retourné au Mali vers le début d'avril pour soutenir ses mouvements armés. Il était en contact direct avec les chefs d'Ansar Dine et d'AQMI, notamment Iyad Ag Rali, le chef d'Ansar Dine, Abou Zaïd, le gouverneur de Tombouctou, sous contrôle des groupes armés, Yahya Abou Al-Haman, un chef d'AQMI, et Abdallah Al-Chingeti, un érudit religieux au sein d'AQIM.
d'Aqmi. Considéré comme un spécialiste des questions religieuses, M. Al-Mahdi était consulté en cette qualité, y compris par le tribunal islamique. M. Al-Mahdi était très actif dans certains aspects de l'administration mise sur pied par Ansardine et Aqmi. À la demande d'Abu Zaïd, M. Al-Mahdi a dirigé la Hezba depuis la création de celle-ci en avril 2012 jusqu'en septembre 2012. Il a rédigé un document sur le rôle et les objectifs de la Hezba, document qui a ensuite été distribué aux autres structures d'administration mises en place. La Hezba était chargée de contrôler les mœurs de la population de Tombouctou, ainsi que de prévenir, supprimer, réprimer tout ce qui était perçu par l'occupant comme un vice visible. Quand le gouverneur de Tombouctou à l'époque, Abu Zaïd, et ses collaborateurs ont été informés des pratiques de la population de Tombouctou concernant ces mausolées, ils ont demandé à M. Al-Mahdi de surveiller les cimetières dans lesquels les habitants se rendaient. L'objectif était de sensibiliser la population pour qu'elle mette un terme à ces pratiques et, le cas échéant, de lui interdire de s'y adonner. M. Al-Mahdi s'est chargé de cette surveillance pendant un mois, prenant des notes sur le comportement des habitants au mausolée, rencontrant des dignitaires religieux locaux et expliquant à la radio ce qu'il était permis de faire ou non en ces lieux. Les mausolées de saints et les mosquées de Tombouctou font partie intégrante de la vie religieuse de la population de cette ville et constituent un patrimoine commun de la communauté. Ces mausolées sont fréquemment visités par les habitants qui y prient et pour certains s'y rendent en pèlerinage. Je vais maintenant aborder la question de la destruction des monuments. Fin mai 2012, le chef d'Ansardine, Agrali, a pris la décision de détruire les mausolées en consultation avec Al-Chinguetti et Al-Haman, deux membres importants d'Aqmi. M. Al-Mahdi était également consulté par Abu Zaïd avant que cette décision ne soit prise. M. Al-Mahdi avait estimé que les juristes islamiques étaient unanimes sur l'interdiction de toute construction sur une tombe, mais qu'il valait mieux ne pas détruire les mausolées pour préserver les relations entre la population et les groupes d'occupation. Néanmoins, Agrali a donné le feu vert à Abu Zaïd, lequel à son tour donnait des instructions à M. Al-Mahdi, en l'occurrence chef de la Hezba. En dépit de ses réserves initiales, M. Al-Mahdi a accepté sans hésitation de mener cette attaque lorsqu'il en a reçu l'instruction. Il était conscient que l'objectif du plan commun était d'attaquer ces sites. M. Al-Mahdi a rédigé un sermon consacré à la destruction des mausolées qui a été lu lors de la prière du vendredi au lancement de l'attaque. Il a personnellement décidé de l'ordre dans lequel les bâtiments devaient être attaqués. L'attaque elle-même a été menée entre le 30 juin 2012 et le 11 juillet 2012. 10 des monuments les plus importants et les plus connus de Tombouctou ont été attaqués et détruits par M. Al-Mahdi et d'autres personnes adhérant au même plan commun. Petit 1. Le mausolée Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Akit. Le 30 juin 2012. Une soixantaine d'individus, en présence d'Ahmadi et Al-Chinguetti, ont complètement rasé le muséum. Des hommes armés assuraient la sécurité de ceux qui se livraient activement à la destruction du mausolée. Petit 2. Le mausolée Cheikh Mohamed Mahmoud Al-Arwani a également été détruit le 30 juin 2012. Numéro 3. Le mausolée Cheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mohamed Al-Kabir Al-Kunti, situé dans le cimetière Sidi El Mokhtar et fréquenté par des pèlerins venus du Mali et d'ailleurs, a été attaqué le 30 juin 2012. M. Al-Mahdi en a supervisé la destruction et a donné des instructions aux attaquants.
ainsi que des outils. Quatrième, le mausolée Alpha Moya, situé dans le cimetière Alpha Moya, où les gens se rendaient pour prier et faire des offrandes, a été attaqué le 30 juin 2012. M. Ahmadi a participé directement à l'attaque et Abu Zaïd s'est également rendu sur les lieux à peu près au moment de l'attaque. Comme précédemment, un cordon de sécurité composé de 30 combattants protégeait les personnes qui se livraient à la destruction. 5. Le mausolée Cheikh Mohammed El-Miki, lieu de retraite spirituelle et de recueillement, situé dans le cimetière des Trois Saints, a été attaqué le lendemain, le 1er juillet 2012. Il a été complètement détruit. Le mausolée Cheikh Abdul Qasim Adwati, situé dans le cimetière des Trois Saints et construit au XVIe siècle, a été attaqué le 1er juillet 2012. Numéro 7 à présent, le mausolée Cheikh Sidi Ahmed Ben Ammar Aragadi, situé dans le cimetière des Trois Saints, a été attaqué le 1er juillet 2012. M. Ahmadi a participé physiquement à l'attaque qui a conduit à la destruction complète du mausolée. Numéro 8, la porte de la mosquée Sidi Yahya a été détruite le 2 juillet 2012. Selon la légende, cette porte n'avait pas été ouverte depuis 500 ans et son ouverture conduirait au jugement dernier. Al-Chingeti a dit à Ahmadi que la porte devait être ouverte et tous deux se sont rendus sur le site avec des pioches qu'Ahmadi avait achetées avec les fonds de la SPA. M. Ahmadi a expliqué la destruction aux journalistes pendant que cela se déroulait. Numéro 9 et 10, les deux mausolées attenant à la mosquée Djingareber, auxquels on se rendait plus spécialement les lundis et vendredis, ainsi qu'à l'occasion d'importantes fêtes religieuses, ont été attaqués aux alentours du 10 et 11 juillet 2012. Al-Chingeti a demandé à M. Ahmadi de détruire les mausolées. Celui-ci a accepté de le faire et a supervisé l'attaque. M. Ahmadi a participé physiquement à cette destruction et a décidé à un certain moment qu'il fallait utiliser un bulldozer. Vers la fin de la destruction, alors que les attaquants dégageaient les gravats, Abu Zaïd et Al-Chingeti sont arrivés avec d'autres personnes sur les lieux pour apporter leur soutien et en faire montre. Les mausolées détruits étaient le mausolée Ahmed Foulané et le mausolée Bahaber Babadi. Tous ces biens étaient consacrés à la religion, étaient des monuments historiques et ne constituaient pas des objectifs militaires. À l'exception du mausolée Cheikh Mohammed Mahmoud Al-Rani, tous ces sites étaient des sites protégés inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO. Je vais maintenant aborder le rôle de M. Ahmadi. S'agissant du rôle de M. Ahmadi, la Chambre constate qu'il savait qu'il exerçait un contrôle conjoint sur l'attaque et qu'il était pleinement impliqué dans l'exécution de celle-ci. Il a contribué à l'attaque des manières suivantes. Petit 1, il a supervisé l'exécution des opérations, utilisant ses hommes de la HESPA et supervisant les autres attaquants venus participer aux opérations. Deuxièmement, il a rassemblé, acheté et distribué les outils moyens nécessaires pour mener l'attaque à bien. 3. Il était présent sur tous les sites attaqués, donnant des instructions et apportant un soutien moral. 4. Il a personnellement participé à l'attaque qui a conduit à la destruction d'au moins 5 monuments. Le mausolée Alpha Moya, le mausolée Cheikh Sidi Ahmed Ben Ammar Aragadi, la porte de la mosquée Sidi Yahya, le mausolée Ahmed Foulan et le mausolée Bahaber Babadi. Et 5, il était chargé, sur désignation d'Al-Chingeti, de communiquer avec des journalistes afin de leur expliquer l'attaque et de la justifier. Je vais maintenant aborder les conclusions de la Chambre. Sur la base des déclarations qu'il a faites en audience publique et des termes de l'accord qu'il a signé avec l'accusation,
La Chambre est convaincue que l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité et qu'il a fait cet aveu volontairement après consultation suffisante avec les conseils de la défense. La Chambre est également convaincue que l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause. La Chambre conclut, au-delà de tout doute raisonnable, que l'aveu de culpabilité et les preuves complémentaires qui lui ont été présentées établissent les faits essentiels requis pour prouver le crime qui consiste à attaquer des biens protégés visés à l'article 8.2, petit e, petit 4 romain du statut de Rome. La Chambre considère que les contributions de M. Al-Mahdi, prises dans leur ensemble, constituent une contribution essentielle au crime avec le pouvoir qui en découle de faire obstacle à la commission du dit crime. M. Ahmadi était le chef de la Hezbollah, une des 4 institutions fondamentales mises en place par Ansardine et AQMI au début de l'occupation de Tombouctou. Il avait la responsabilité générale de la phase d'exécution de l'attaque, fixant l'ordre dans lequel les bâtiments seraient détruits, prenant les dispositions logistiques nécessaires et justifiant l'attaque auprès du reste du monde au moyen d'interviews dans la presse. M. Ahmadi a personnellement supervisé l'attaque. Il était présent sur tous les sites attaqués et a directement participé à la destruction de 5 des mausolées et mosquées protégées. La Chambre est en outre convaincue que les contributions de M. Al-Mahdi l'ont été en exécution d'un accord conclu avec d'autres personnes qui a abouti à la commission des crimes. En atteste le rôle tenu par M. Al-Mahdi au sein de la direction d'Ansardine. La décision effective prise par Iyad Al-Ali et d'autres chefs d'attaquer les mausolées et mosquées. Le sermon de M. Al-Mahdi, rédigé au sujet de la destruction des bâtiments immédiatement avant l'attaque, le choix par M. Al-Mahdi de l'ordre dans lequel les bâtiments seraient détruits et la façon coordonnée et délibérée dont l'attaque a été menée. Ayant noté la participation directe de M. Al-Mahdi à de nombreux événements et le rôle de porte-parole qu'il tenait auprès des médias s'agissant de justifier l'attaque, la Chambre est de plus convaincue que le comportement personnel de M. Al-Mahdi satisfait les éléments subjectifs des crimes. Pour ces raisons, la Chambre estime donc établir tous les éléments de la coaction au sens de l'article 25.3a. Par conséquent, la Chambre déclare à l'unanimité de ses membres estime que M. Al-Mahdi est coupable au sens de l'article 25.3a du crime consistant à attaquer les monuments protégés en question en tant que crime de guerre visé à l'article 8.2e petit 4. En ce qui concerne les autres modes de responsabilité confirmés par la Chambre préliminaire, à savoir l'article 25.3b, solliciter et encourager, l'article 25.3c, apporter son aide et son concours, l'article 25.3d, contribuer de toute autre manière, et qui ont tous été admis par M. Al-Mahdi, la Chambre tire les conclusions suivantes. La Chambre d'appel a fait observer que le statut distingue la responsabilité de l'auteur principal, article 25.3a, et celle du complice, 25.3a à D. Les auteurs principaux sont plus blâmables en termes généraux et toutes choses étant égales par ailleurs. Conformément à cette règle générale et comme la Chambre a jugé que tous les éléments de la coaction étaient réunis, il n'est pas nécessaire de statuer plus avant sur les autres modes de responsabilité imputables aux complices. La Chambre relève en outre que la Chambre préliminaire a confirmé la perpétration directe au sens de l'article 25.3a pour les 5 bâtiments à la destruction desquels Al-Mahdi a participé personnellement. Sur la base de l'analyse qui précède et étant donné que l'article 8.2e petit 4 du statut érige en crime le fait de diriger un certain type d'attaque indépendamment de la destruction ou non des bâtiments visés, la Chambre considère que le cas de M. Al-Mahdi satisfait tous les éléments en tant de la perpétration directe que de la coaction. Comme l'accusation, la Chambre relève que M. Al-Mahdi a supervisé la totalité de l'attaque contre l'ensemble des 10 bâtiments
et que la coaction rend compte non seulement de sa participation physique, mais aussi de sa position d'autorité relativement aux crimes commis. Elle conclut que c'est en considérant que M. Al-Mahdi a attaqué l'ensemble des 10 mausolées et mosquées en tant que co-auteur du crime qu'on traduit au mieux la responsabilité pénale de cet accusé. À ce titre, la participation directe de M. Al-Mahdi à 5 de ces attaques conforte les conclusions de la Chambre selon lesquelles l'intéressé a apporté une contribution essentielle aux crimes qui lui sont reprochés en exécution du crime commun. Ayant conclu que la responsabilité d'Ahmad El-Mahdi est engagée pour avoir, en tant qu'auteur du crime intentionnellement attaqué les biens protégés en question, la Chambre va à présent résumer le raisonnement suivi pour fixer la peine à appliquer. À cette fin, la Chambre a tenu compte de la gravité du crime ainsi que de l'existence ou non de circonstances atténuantes ou de circonstances aggravantes. En ce qui concerne le critère de la gravité du crime, la Chambre fait tout d'abord observer que, contrairement à d'autres accusés que la Cour a condamnés, Ahmad Al-Mahdi doit répondre non pas de crimes contre des personnes, mais d'un crime contre des biens. La Chambre est d'avis que, bien que fondamentalement graves, les crimes contre les biens le sont généralement moins que les crimes contre les personnes. S'agissant de l'ampleur du dommage causé, la Chambre rappelle que la plupart des 10 monuments ont été complètement détruits. De plus, l'attaque a été soigneusement planifiée et a duré environ 10 jours. Son impact sur la population a en outre été accentué par le fait qu'elle a été relayée par les médias. La Chambre relève de surcroît les dépositions du témoin P431, expert malien des questions culturelles, ainsi que du témoin P151, témoin de l'UNESCO, lesquels ont expliqué que Tombouctou était une ville emblématique qui possédait une dimension mythique et qui a joué un rôle crucial dans la diffusion de l'islam dans la région. Tombouctou est au cœur du patrimoine culturel du Mali, en particulier en raison de ses manuscrits et des mausolées des saints. Ces mausolées témoignaient d'une partie de l'histoire de la ville et du rôle de cette ville dans la diffusion de l'islam. Ils étaient très importants pour sa population, qui les admirait et y était attachée. Ils attestaient de leur dévotion, de la dévotion de cette population à l'islam, et jouaient un rôle psychologique tel qu'ils étaient perçus par cette population comme une protection. P151 a en outre décrit comment la population de Tombouctou veillait collectivement à ce que les mausolées restent en bon état au cours d'événements symboliques auxquels participait toute la communauté, femmes, personnes âgées et jeunes. Ces mausolées comptaient parmi les bâtiments les plus aimés de la ville. Ses habitants s'y rendaient pour prier et, pour certains, ils constituaient un lieu de pèlerinage. Par conséquent, la Chambre considère que le fait que les bâtiments visés revêtaient non seulement un caractère religieux, mais également une valeur symbolique et affective pour les habitants de Tombouctou est à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité du crime commis. De plus, tous les monuments, sauf un, savoir le mausolée Cheikh Mohamed Mahmoud Al-Arawani, étaient inscrits par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Et à ce titre, l'attaque dont ils ont fait l'objet semble particulièrement grave, car leur destruction affecte non seulement les victimes directes des crimes, c'est-à-dire les fidèles et les habitants de Tombouctou, mais aussi toute la population du Mali et la communauté internationale. La Chambre prend bonne note du témoignage de P431, l'expert malien, qui a expliqué que la population de Tombouctou avait protesté contre la destruction et refusé de voir les mausolées totalement rasés. Le témoin a déclaré à l'audience
que la destruction de ces mausolées, auxquels la population de Tombouctou était effectivement attachée, était une activité de guerre visant à abattre la population dans son âme. En général, la population du Mali, pour qui Tombouctou était une source de fierté, a été indignée de voir ces actes se dérouler. Le témoin P151 a décrit en outre comment l'ensemble de la communauté internationale, pour qui le patrimoine appartient à la vie culturelle, souffre de la destruction de ces sites protégés. Enfin, la Chambre relève que le crime a été commis pour des motifs religieux. En effet, durant la période où ils ont régné sur le territoire de Tombouctou, Ansar Dine et AQMI ont pris des mesures pour imposer leurs exigences religieuses à la population. La création de la Hezba, que dirigeait M. Ahmad Al-Mahdi, avait précisément pour but d'éradiquer toute manifestation de vice à Tombouctou. De plus, lorsque les chefs d'Ansar Dine ont découvert les pratiques des habitants de Tombouctou, ils ont mené une campagne pour expliquer ce qui devait et ce qui ne devait pas être fait avec les mausolées. Finalement, ils ont décidé de détruire les monuments afin de mettre fin aux pratiques interdites. Il ne fait aucun doute pour la Chambre que le motif religieux discriminatoire invoqué pour justifier la destruction de ces monuments est à prendre en compte dans son appréciation de la gravité du crime. La Chambre conclut que le crime dont Ahmad El-Mahdi est déclaré coupable revêt une gravité considérable. Je vais à présent parler du comportement coupable de M. Al-Mahdi. La Chambre a ensuite examiné le comportement coupable de M. Al-Mahdi. Dans ce cadre, elle a tenu compte du degré de participation de M. Al-Mahdi, de son degré d'intention et, dans une certaine mesure, des moyens qui ont servi au crime. La Chambre relève que M. Al-Mahdi a joué un rôle essentiel dans l'exécution de l'attaque. En tant que chef de la Hezba, il était chargé d'exécuter le plan commun. Il a organisé toute la logistique de l'attaque, supervisé l'ensemble de l'opération et l'exécution de celle-ci, décidé dans quel ordre les monuments devaient être détruits, rassembler et distribuer les outils nécessaires, apporter un soutien logistique et moral aux auteurs directs du crime, qu'il a supervisé et il était présent sur chaque site. S'agissant de l'intention qui animait M. Al-Mahdi, la Chambre observe qu'en plus d'avoir assisté à la destruction de chaque bien, M. Al-Mahdi a personnellement participé à la destruction d'au moins 5 d'entre eux. Il a de surcroît justifié la nécessité de l'attaque en rédigeant un serment qui a été lu avant l'attaque et en s'exprimant publiquement alors que la destruction était en cours. La Chambre n'a retenu aucune circonstance aggravante. À cet égard, la Chambre n'est pas convaincue par l'argument de l'accusation selon lequel M. Al-Mahdi a abusé de son pouvoir et de ses fonctions officielles de chef de la Hezba, et qu'il s'agit là d'une circonstance aggravante. Dans le droit fil de la jurisprudence de la Chambre d'appel, la Chambre considère en effet que le simple fait que M. Al-Mahdi ait commis le crime dans l'exercice de telles fonctions ne constitue pas, en soi, une circonstance aggravante. De plus, en sa qualité de chef de la Hezba, M. Al-Mahdi avait initialement recommandé de ne pas détruire les bâtiments. Quant à l'argument de l'accusation selon lequel le grand nombre de victimes affectées par le crime est une circonstance aggravante, la Chambre a déjà tenu compte de l'impact considérable du crime commis par M. Al-Mahdi dans son évaluation de la gravité du crime et ne saurait donc le considérer comme une circonstance aggravante. De même, la Chambre a déjà tenu compte de la nature religieuse de l'attaque dans le cadre de l'évaluation de la gravité du crime.
En conséquence, cette nature religieuse ne peut être considérée comme une circonstance aggravante. S'agissant du comportement coupable de M. Al-Mahdi, la Chambre a retenu 2 circonstances atténuantes, à savoir sa réticence à commettre le crime et les moyens qui ont servi à l'exécution du crime. La Chambre relève que bien qu'il ait accepté la décision de détruire les biens et qu'il ait été pleinement impliqué dans la commission du crime, M. Al-Mahdi était initialement réticent à l'idée de la destruction de ces biens. La Chambre conclut que cette réticence présente une certaine pertinence au regard de la fixation de la peine et mérite d'être mise en balance. La Chambre précise que, contrairement à ce qu'affirme la défense, le fait que M. Al-Mahdi ait commis le crime en tant que membre d'un groupe organisé ne constitue pas une circonstance atténuante. La Chambre rappelle que lorsque la décision de détruire les monuments a été prise par d'autres membres du groupe, M. Al-Mahdi s'y est pleinement rallié et il était pleinement impliqué dans l'exécution de l'attaque. En outre, la Chambre retient que, sauf en ce qui concerne la destruction opérée à la mosquée Djingareber, au fin de laquelle il a recommandé l'utilisation d'un bulldozer, M. Al-Mahdi a déconseillé l'utilisation d'un tel engin sur tous les autres sites, afin que les tombes voisines des mausolées ne soient pas endommagées. Et il s'est assuré que les attaquants se montrent respectueux des constructions avoisinantes lors de l'attaque. S'agissant de l'argument selon lequel M. Al-Mahdi aurait été mal préparé à l'exercice de ses responsabilités de chef de la Hezbollah, comme la défense l'a allégué, la Chambre constate que la défense n'a fait aucun effort pour étayer cette affirmation. Par conséquent, elle le rejette. Pour résumer, la Chambre considère que la réticence initiale manifestée par M. Al-Mahdi à l'idée que les biens seraient détruits et sa recommandation de ne pas utiliser des bulldozers constituent effectivement des circonstances atténuantes. S'agissant de la situation personnelle de M. Al-Mahdi, la Chambre est d'avis que l'âge de l'intéressé et sa situation économique ne sont pas des considérations pertinentes. Par ailleurs, l'absence de condamnation antérieure est assez courante chez les personnes condamnées par des tribunaux internationaux. Et contrairement à ce que préconise la défense, elle ne sera pas retenue comme circonstance atténuante pertinente. En outre, la Chambre entend n'accorder aucun poids, que ce soit pour aggraver la peine ou pour l'atténuer, au fait que M. Al-Mahdi ait été un érudit et un spécialiste des questions religieuses, malgré les preuves du rôle positif qu'il a joué au sein de sa communauté avant la prise de contrôle de la ville par Ansar Dine. Bien qu'il craigne beaucoup pour la sécurité de sa famille, qu'il n'a pas vue depuis son transfèrement à la cour, M. Al-Mahdi s'est conduit de manière irréprochable pendant sa détention et a fait une déclaration dans laquelle il a exprimé ses remerciements pour la façon dont la Cour, dans son ensemble, l'a traité. Même s'il est légitime d'en attendre autant de tout détenu, la Chambre juge cette considération pertinente et décide de lui accorder un poids limité. De même, convenons avec la défense que l'aveu de culpabilité de M. Al-Mahdi et sa coopération avec l'accusation, dont il sera plus amplement question par la suite, montrent qu'il parviendra, selon toute probabilité, à se réinsérer dans la société, et la Chambre décide donc de leur accorder un poids limité. Surtout, la Chambre relève que M. Al-Mahdi a reconnu sa culpabilité. La Chambre observe en outre que M. Al-Mahdi a assumé la responsabilité de ses actes dès le premier jour de ses entretiens avec l'accusation. Par la suite, les parties sont parvenues à un accord à un stade suffisamment précoce de la procédure, c'est-à-dire avant même la confirmation des charges, pour que cet accord contribue à accélérer considérablement la procédure. De surcroît, M. Al-Mahdi a non seulement assumé sa responsabilité, mais a aussi livré un récit détaillé de ses actes, facilitant ainsi l'établissement des faits de l'espèce par la Chambre. La Chambre estime
qu'un aveu de culpabilité constitue sans aucun doute une circonstance atténuante et y accorde un poids important. À cet égard, la Chambre fait remarquer que cet aveu a été fait à un stade précoce, qu'il est complet et qu'il semble sincère et motivé par le réel désir d'assumer la responsabilité des actes commis, tout en témoignant d'un authentique repentir. Cet aveu de culpabilité a sans conteste contribué au règlement rapide de la présente affaire, permettant ainsi à la Cour d'économiser du temps et des ressources et épargnant aux témoins et aux victimes la lourde et parfois éprouvante tâche de témoigner à l'audience. Un tel aveu est aussi de nature à favoriser la paix et la réconciliation de l'honneur du Mali en atténuant les souffrances morales des victimes et ce par la reconnaissance de l'importance de la destruction. Enfin, cet aveu pourrait avoir un effet dissuasif sur d'autres personnes qui seraient tentées de commettre des actes similaires au Mali ou ailleurs. Cela dit, la Chambre relève qu'il a été fait alors que des preuves accablantes attestaient de la culpabilité de M. Al-Mahdi. Outre le fait qu'il a pleinement reconnu sa culpabilité, M. Al-Mahdi a grandement coopéré avec l'accusation, comme l'a décrit de manière détaillée le témoin P182. La Chambre remarque que cette coopération a été spontanée et qu'elle a débuté dès le premier jour des entretiens. M. Al-Mahdi a répondu avec sincérité et sa coopération a permis à l'accusation de corroborer, clarifier et préciser des informations qu'elle avait déjà en sa possession. Lors de ses entretiens avec l'accusation, M. Al-Mahdi n'a montré aucune réticence à évoquer ses propres actes. La Chambre garde aussi à l'esprit que M. Al-Mahdi a coopéré alors qu'il était pleinement conscient que sa coopération avec l'accusation accroissait les risques pour la sécurité de sa famille. Par conséquent, la Chambre estime que le fait que M. Al-Mahdi ait grandement coopéré avec l'accusation est une considération importante, allant dans le sens d'une atténuation de la peine à appliquer. La Chambre relève que dès les premiers jours du procès, M. Al-Mahdi a exprimé des remords sincères. Il a en effet exprimé son profond regret et sa profonde tristesse. Il a affirmé avoir le remords des préjudices causés à sa famille, à sa communauté à Tombouctou, à son pays et à la communauté internationale. M. Al-Mahdi a non seulement exprimé ses remords de manière catégorique, mais il a aussi fait la promesse solennelle que la faute qu'il a commise envers eux sera la première et la dernière. En outre, M. Al-Mahdi a déclaré être prêt à accepter la sanction que la Cour jugera appropriée. Enfin, M. Al-Mahdi a exhorté les gens à résister à la tentation de commettre le type d'acte auquel il s'est livré lui-même, acte dont, et je cite, « dont les conséquences n'ont pas de bénéfice pour l'humanité ». La Chambre retient qu'en plus de ses remords, et contrairement à ce qu'avance le représentant légal des victimes, M. Al-Mahdi a exprimé des sentiments d'empathie à l'égard des victimes du crime qu'il a commis. La Chambre renvoie aux exemples de gestes d'empathie mis en avant par la défense, comme l'offre que M. Al-Mahdi a faite à l'imam de la mosquée de Sidi Yahya de rembourser le coût de la porte. La Chambre estime qu'une telle expression de remords et d'empathie à l'égard des victimes constitue une considération importante allant dans le sens d'une atténuation de la peine. Nous allons maintenant aborder la question de la fixation de la peine. À cette fin, la Chambre a évalué le poids relatif de toutes ces considérations. En effet, elle a tenu compte des circonstances atténuantes retenues et pris en considération à la fois la situation de la personne à condamner et les circonstances du crime. Pour que le préjudice moral et économique subi par les victimes en l'espèce soit dûment et suffisamment reflété par la peine et que les objectifs de celle-ci soient remplis, la Chambre a fixé une peine proportionnée à la gravité du crime, à la situation personnelle
de M. Al-Mahdi et à la culpabilité de celui-ci. Dans ses observations écrites, l'accusation a avancé que M. Al-Mahdi devrait se voir infliger une peine allant de 9 à 11 ans d'emprisonnement. La défense a longuement traité de la juste détermination de la gravité du crime reproché à l'accusé, de l'absence de circonstances aggravantes et de l'importance des circonstances atténuantes en l'espèce. Le représentant légal des victimes a demandé que la peine infligée à M. Al-Mahdi soit sévère et exemplaire. Je m'adresse maintenant à Maître Awini, conseiller de la défense. La Cour invite à présent l'accusé à se lever. Monsieur Al-Mahdi, veuillez vous lever. Monsieur Al-Mahdi, le crime dont vous avez été déclaré coupable revêt une gravité considérable. Cela dit, la Chambre n'a retenu aucune circonstance aggravante et a retenu 5 circonstances atténuantes, à savoir votre aveu de culpabilité, votre coopération avec l'accusation, les remords et l'empathie que vous avez exprimés à l'égard des victimes, votre réticence initiale à l'idée de commettre le crime et les mesures que vous avez prises pour limiter les dommages causés, et même si elles revêtent une importance limitée, votre bonne conduite en détention malgré la situation de votre famille. Compte tenu de toutes ces considérations, la Chambre vous condamne à l'unanimité à 9 ans d'emprisonnement. Conformément à la jurisprudence de la Chambre d'appel, sera déduit de la peine le temps que vous avez déjà passé en détention sur ordre de la Cour, c'est-à-dire le temps écoulé depuis votre arrestation en exécution du mandat d'arrêt délivré le 18 septembre 2015. Monsieur Al-Mahdi, vous pouvez vous rasseoir. Veuillez vous rasseoir. La Chambre de première instance remercie les parties et les participants, ainsi que l'ensemble du personnel du greffe, qui n'a pas ménagé ses efforts pour organiser la tenue de ces audiences. La Chambre souhaite remercier en particulier les interprètes qui l'ont grandement aidé à faire en sorte que ce jugement portant condamnation soit rendu simultanément en anglais, en français et en arabe. L'audience est levée. All rise. We will be.